d'un montant en hausse de 41,24%, estimé à plus de 2010 milliards de francs CFA. Le projet de budget 2017 déposé par l'exécutif béninois sur la table des députés continue de faire l'objet d'études. Ce projet de budget assez ambitieux, qui plus est le tout premier sous le président Patrice Talon, fait depuis le début de cette semaine l'objet d'une audience publique au palais des gouverneurs de Porto Novo. Déjà, des inquiétudes ou encore des réserves ont été notées après le passage lundi dernier des centrales syndicales et autres organisations de la société civile devant la commission budgétaire. Entre le montant jugé exorbitant du projet de budget et l'instauration de nouvelles tasses, on fera le débat de ce jeudi avec des acteurs sociaux bien placés pour mieux mesurer l'impact de cette nouvelle loi des finances sur le quotidien des Béninois. Nous sommes le jeudi 3 novembre de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Tout de suite, voici la revue des titres des journaux. Kadjovia Métanou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. La une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce matin, on le fait avec vous. Merci à vous Emmanuel Crépi. Et contrairement aux autres jeudis, la moisson n'est pas aussi négligeable. Donc vous avez le temps de le constater avec le quotidien Fraternité pour démarrer. Affaire de drogue retrouvée dans un conteneur. De gros soutien pour Sébastien Adjavon. Ils en ont Robert Dossou, Nicéphore Dieudonné Soglo et Albert Tevo-Idré. Nicéphore Soglo et Robert Dossou d'ailleurs défendent l'opérateur économique en garde à vue, pendant que Tevo-Idré est engagé dans une démarche pacifique. Info sur avec les preuves et les éléments qui le blanchissent et l'innocente. La détention illégale de Adjavon est une menace pour la paix sociale. Quotidien La Boussole. Détention de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, Rachidi Badamassi implore toujours la clémence du président Talon. Le quotidien La Nouvelle Tribune, affaire Sébastien Adjavon, des jeunes crient au complot contre leurs bienfaiteurs. Le CNP réitère sa confiance à son président. Le président Soglo invite Talon à ne pas se laisser distraire. La procédure a violé les règles du droit maritime selon GRDS Afrique. L'audace info, détention illégale de ASG, Talon doit éviter l'embrasement du Bénin. Le choix, puis toujours affaire drogue à Kadiaf Komon, Nicéphore Soglo invite le peuple au calme et à la sérénité. Le matin, gouvernance au Bénin, gouvernance du Bénin avant la rupture, la publication des audits. Toujours attendu le matinal. Garde à vue de Sébastien Adjavon. L'affaire de drogue vire à la politique. L'invite du médiateur et de Soglo. Patrice Talon de retour se tient à l'écart. Malveillante intrusion de maître Robert Dossou. Quotidien Le Meilleur. Affaire 18 kg de cocaïne au port de Cotonou. Adjavon toujours gardé à vue. Le pays en ébullition, le potentiel affaire trafic de drogue et garde à vue du PDG de Common SA. L'honorable Nazer Sado plaide pour la libération de Adjavon. Le télégramme, suite aux interventions politiques, le gouvernement négocie une porte de sortie pour Adjavon. Et c'est toujours le journal Le Télégramme qui en parle et qui fait place donc à l'économiste. Conjoncture économique de septembre 2016, 18 milliards de francs CFA de baisse des recettes. L'Indépendant, avec son maintien prolongé en garde à vue depuis 7 jours, jusqu'à quand Adjavon peut-il maintenir ses militants et sympathisants au calme? L'Informateur, garde à vue de Adjavon dans l'affaire de 18 kg de drogue au port de Cotonou. Nicéphore Soglo dénonce une manœuvre de la France-Afrique. Il appelle les Béninois au calme et à la sérénité. Matin libre, échec du rachat de la CIDT par Sodeco. Talon fait-il toujours des affaires, s'interroge le journal. Et puis affaire saisie de drogue au port, Adjavon est-il coupable, s'interroge Matin libre. Nouvelle économie pour terminer. Bénin, dette publique 2,356 milliards.
de francs CFA à fin juin 2016. Voilà pour la revue des titres à la une de quelques quotidiens béninois parus ce jeudi. Merci Kodjovia Meton d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. Vous restez avec nous et nous installons le débat juste après cette courte pause. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. » Ils ont soulevé de véritables préoccupations des différentes couches de la société devant la commission budgétaire et formulé des doléances qu'ils souhaiteraient voir se traduire en réalité dans la loi des finances gestion 2017. Les acteurs sociaux, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, se sont entre autres prononcés sur le montant du projet de budget jugé exorbitant et l'instauration de nouvelles taxes, notamment la taxe sur le transport qui varie entre 20 à 60 000 francs CFA. De leur point de vue, si ce projet de budget apparaît tout de même ambitieux, il ne prend pas forcément en compte des mesures sociales fortes qui tiennent compte du taux de pauvreté qu'enregistre le pays. Pour mieux comprendre les inquiétudes des acteurs sociaux par rapport au projet de budget 2017, nous avons invité sur ce plateau Anselme Amoussou. Bonjour. Bonjour. Syndicaliste, vous êtes le secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA à Bénin. On devait également mener la discussion avec M. Gustave Assa, acteur de la société civile et coordonnateur du réseau Social Watch, mais il est toujours en chemin, se bat pour être dans ce studio. Mais en attendant, nous restons avec vous, Kodjovia Meton, journaliste à la rédaction de Sika TV. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Alors, le projet de budget 2017 est d'un montant estimé à plus de 2010 milliards de francs CFA, un chiffre en hausse de 41,24% par rapport à 2016. Anselme Amoussou, devant la commission parlementaire, vous avez émis des réserves par rapport au montant de ce budget. Oui, merci beaucoup. C'est vrai. Quand on regarde un peu le passé récent, et les discours qui avaient caractérisé le budget, les budgets successifs du gouvernement de M. Yahi, 1000 et quelques milliards, qu'on avait estimés comme étant des montants plutôt fictifs et farfelus, à la limite, on ne peut que se poser des questions sur le montant actuel du projet de budget. Plus de 2000 milliards. On est passé donc de 1000 et quelques milliards à plus de 2 milliards. Vous l'avez dit vous-même, plus de 40% d'augmentation. Dans un contexte de récession économique reconnu par le gouvernement lui-même, il est normal que nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous puissions nous poser des questions pour savoir où est-ce que le gouvernement veut avoir ces ressources-là. Comment veut-il faire pour atteindre ce niveau de budget? Et nous inquiéter en ce sens que nous pouvons penser légitimement qu'il s'agira certainement de créer de nouvelles taxes qui pourrait donc aggraver la pauvreté des travailleurs, la pauvreté des populations. Donc de ce point de vue-là, ce budget, je ne dirais pas, je vais éviter de dire pour le moment qu'il est farfelu, je vais éviter de dire qu'il est exagéré, je note simplement qu'il est ambitieux. On ne peut pas reprocher à un gouvernement d'avoir de l'ambition pour le pays, mais il faut savoir rêver, ne pas rêver en couleur, ne pas créer de l'espérance alors qu'on n'en a pas les moyens. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement puisse trouver les moyens d'atteindre ces objectifs. Nous avons donc dit aux députés le lundi dernier de faire attention et de poser la question de façon très précise au gouvernement, de savoir comment il entend réunir donc ce montant
ambitieux pour annoncer dans le projet de budget de 2017. Alors, est-ce que c'est une façon de dire que ce budget, ce montant de 2010 milliards de francs CFA est surréaliste? Cela le paraît, parce que je viens de voir dans la une des journaux tout à l'heure, l'Économiste a bien titré que pour septembre, le mois de septembre dernier, on a eu moins de 18 milliards. Les recettes ont chuté. Les recettes ont chuté de 18 milliards. Donc, comment dire, le contexte est toujours le même aujourd'hui. Et on ne sait pas quand ça va se terminer. Nous subissons le contre-coup. C'est vrai, on dira que ce n'est pas la faute du Bénin et que c'est l'environnement sous-régional qui est comme ça avec la situation au Nigeria. Mais quand c'est comme ça, il faut anticiper. Il faut rester réaliste. On a toujours dit que le budget du Bénin ne devrait pas dépasser 800 ou 700 milliards de francs CFA. C'est ce qui avait toujours été dans les années précédentes. Et nous avons suivi un peu le discours qui a été le discours de campagne de l'équipe actuelle au pouvoir. Alors, entre 2015, entre 2016 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour que le budget qu'on avait estimé raisonnable à 700 ou à 800 milliards puisse être porté aujourd'hui à plus de 2000 milliards? On se pose des questions. Est-ce que nous ne sommes pas dans le cadre des manipulations que l'on avait dénoncées dans un passé récent? Nous restons vigilants. Et nous voulons donc appeler les honorables députés à garder également cette vigilance-là pour que nous n'ayons pas des budgets sur papier, mais des budgets réels et réalistes qui permettent vraiment de répondre aux préoccupations des travailleurs et des populations. Voilà, donc c'est une vigilance à laquelle nous appelons tout le peuple pour qu'on ne nous conduise pas dans des budgets politiciens à visée électoraliste simplement. Alors, quand on vient à Métonou, un pays à économie essentiellement fiscale, où les recettes sont en chute libre et tout, comment peut-on expliquer un budget avec un montant en hausse de 2010 milliards de francs CFA? Non, mais je ne crois pas que l'on puisse spéculer sur le montant ici, parce qu'au-delà de tout, le syndicaliste l'a reconnu, c'est un rêve. Et lorsqu'on parle de budget, encore que c'est un projet de budget, il y aura forcément des amendements au niveau du Parlement, mais c'est un budget, donc c'est des prévisions et des dépenses qui sont estimées. Et donc, on verra si, à l'épreuve des faits, on pourra donc atteindre cette performance. Alors, à partir de cet instant, moi, je reconnais, et je salue d'ailleurs cette promptitude au niveau des acteurs sociaux, parce qu'ils savent que le budget, comme vous l'avez dit, essentiellement fiscal, doit pouvoir donc reposer sur leurs contributions. À partir de cet instant, on déploie déjà des tâches qui sont prévues et qui bientôt entreront effectivement en vigueur. Je crois que le gouvernement a quand même pris de la mesure par rapport à la situation économique que traverse le pays. Et si il va jusqu'à ce montant 2010 milliards de francs CFA, je crois que, comme un honorable député l'a dit, c'est un budget osé et c'est réaliste selon ce que le député a estimé. C'est un budget effectivement osé. Le montant, moi, ne me paraît pas exorbitant dans la mesure où la loi, par exemple, sur le partenariat public-privé a été votée. Et si le privé est beaucoup plus attendu pour réaliser ce budget, je crois qu'on mettra le gouvernement à l'épreuve pour que, à la fin de l'exercice 2017, on puisse apprécier. Alors, M. Amine Bousso, en décortiquant ce projet de budget, vous avez estimé qu'à travers ce test, le gouvernement est resté dans une logique de refus du dialogue social. Mais quels sont les éléments qui vous ont permis d'en arriver à cette conclusion? Merci beaucoup. Votre collègue disait tout à l'heure que nous devons attendre le gouvernement à la fin de l'année budgétaire pour pouvoir apprécier la réalité, le caractère concret de son rêve pour le Bénin. Je suis d'accord avec lui sur ce plan. Mais nous avons émis des réserves, nous, en tant qu'acteurs sociaux, sur ce plan, parce que dans le processus d'élaboration du budget, nous avons le sentiment que le dialogue social n'est pas resté au cœur de la méthode. Et quand vous décidez du sort des gens sans prendre leur avis, attendez voir ce qu'ils aient des réserves. Et nous sommes dans cette posture-là aujourd'hui. Nous avons dénoncé le fait qu'il n'y ait pas de dialogue parce que nous avons d'abord salué la pratique qui consiste à la commission budgétaire au niveau du Parlement d'inviter les acteurs sociaux pour les écouter sur le projet de budget. Dites-vous que ce projet de budget est envoyé
aux acteurs sociaux par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est une bonne pratique qui tend à devenir une tradition aujourd'hui. Nous l'avons saluée, clairement. Nous allons profiter pour déplorer le fait que le gouvernement ne copie pas cette bonne pratique. Vous savez, il y a quelques années dans notre pays, il y avait quand même, à chaque rentrée budgétaire, il y avait des débats entre les organisations syndicales et le gouvernement où on discutait un tout petit peu des mesures que le gouvernement entendait prendre en faveur des travailleurs, en faveur des populations. Nous n'avons rien eu de tel. Nous n'avons rien eu de tel depuis quelques années. Nous avons pensé qu'avec la rupture, la bonne manière, la bonne méthode reviendrait, mais nous n'avons rien eu de tel. Et donc, nous découvrons le projet de budget, comme vous, comme les députés. Nous sommes les créateurs de richesses. On entend atteindre aujourd'hui un montant de plus de 2 000 milliards. Et les créateurs de richesses ne sont aucunement associés. Au moins les écouter par rapport à leurs préoccupations. Discuter avec eux pour dire voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous entendons faire. Rien de tel. Et donc nous sommes dans cette posture donc, de personnes frustrées par rapport au dialogue qui devrait être la pierre angulaire de l'élaboration de toute politique budgétaire. Nous n'avons rien de tel. Et voilà pourquoi nous prenons des gants par rapport à l'analyse de ce budget. Cela étant dit, vous voyez, quand nous entrons aujourd'hui dans le budget, le contenu du budget, nous nous rendons compte qu'il y a quand même des raisons de nous inquiéter et d'avoir ce genre de réserve. Et vous verrez tout à l'heure, quand nous allons aborder la création de certaines classes, vous verrez que le gouvernement peut-être avait de façon délibérée choisi de ne pas nous associer parce qu'il entendait faire un certain nombre de choses contre l'intérêt des travailleurs, contre l'intérêt des populations. Alors, vous n'avez pas été écouté en amont. Voilà, il y a eu audience publique au niveau du palais des gouverneurs. Ce n'est pas la première fois non plus que cela se passe au niveau du palais des gouverneurs, au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela a souvent changé quelque chose à ce que le gouvernement a déjà prévu comme projet de budget? En général, nous allons dire non. C'est vrai que cet exercice auquel nous nous sommes appelés tous les ans paraît quelque peu protocolaire et folklorique, c'est vrai, et nous n'avons pas manqué de le souligner aux députés qui ont pris l'engagement de faire en sorte que les choses évoluent, que les choses changent. Mais ce n'est pas complètement inutile non plus, parce que cela permet aux députés de nous écouter et de pouvoir orienter leurs propositions au gouvernement dans le cadre des discussions sur le budget. Ce que nous pouvons espérer et souhaiter, c'est que cette année, que les députés soient beaucoup plus agressifs dans le bon sens du terme, dans la défense des préoccupations que nous leur avons présentées. Et ils en ont pris l'engagement, c'est vrai. Et nous souhaitons que cela puisse se concrétiser vraiment. Mais toujours est-il que nous organisons nous-mêmes parce que nous n'allons pas nous asseoir complètement sur l'apport des députés en tant que force sociale. Nous nous organisons pour montrer au gouvernement qu'il y a un certain nombre de choses qu'il doit prendre en compte parce que le budget n'est pas encore voté et nous avons encore toute la latitude pour obtenir des inflexions nécessaires à la prise en compte de nos préoccupations. Alors, Kazoya Mitonou, les syndicats, les centrales syndicales auraient aimé être écoutés en amont de ce projet de budget, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Ils estiment que le gouvernement est resté dans une logique de refus de dialogue social. Réaction? Non, moi, c'est vrai que le syndicaliste peut ne pas me comprendre sur ce point, mais je ne dirais pas que le gouvernement est resté sourd aux syndicats, dans la mesure où ils ont signé d'abord une charte avec le gouvernement. Et l'autre chose, il y a un cadre permanent de dialogue qui existe entre eux. À partir de cet instant, ils ont tout le temps pour discuter avec le gouvernement. Et si le gouvernement ne les a pas associés de façon exclusive à ce projet de budget, moi j'estime à un moment donné que peut-être que dans leur cadre permanent de dialogue, le gouvernement a déjà pris en compte leurs doléances qui se résument toujours autour des revendications et estime qu'il les a prises en compte et à partir de cet instant n'a plus besoin de façon officielle les réunir dans un cadre pour échanger autour de l'élaboration de ce projet de budget. Donc je pense que peut-être qu'ils s'en sont pris à leur propre piège. Ils auraient pu demander au gouvernement un cadre spécial pour qu'on discute des questions relevant donc de l'élaboration du budget, par exemple, et que le débat ne se ferait pas. Parce qu'il y a déjà un cadre permanent de dialogue. Ils rencontrent le gouvernement de façon périodique, ils échangent. Alors à partir de cet instant, alors qu'est-ce qu'ils demandent encore de plus? Selon ce qui se dit, la charte a été signée, mais le cadre n'existe pas encore. De toutes les façons, les syndicalistes ne diront pas qu'ils ne prennent pas langue avec le gouvernement.
il rencontre les représentants du gouvernement. À partir de cet instant, il revient donc à ces syndicalistes de dire au gouvernement, au cours de leurs échanges, nous voulons de façon exclusive que nous discutions du projet de budget. Oui, je ne crois pas que ce soit un autre cadre qui soit élaboré parce que la charte signée inclut tout cela. Monsieur Amoussou? Non, écoutez, le cadre de négociation gouvernement central existe, c'est vrai. Il y a eu une première réunion cette année, vous le savez bien, avec le ministre Abdoulaye Biotchane et le ministre de la fonction publique. Les engagements qui ont été pris, les dates qui ont été, les rendez-vous qui ont été annoncés pour revenir sur les questions essentielles, ce rendez-vous n'a pas été honoré par le gouvernement. Nous attendons toujours que la session soit convoquée à nouveau pour discuter. Donc, de ce point de vue-là, il faut avouer, il ne faut pas s'en cacher, il faut avouer que la qualité du dialogue social ne s'est pas encore améliorée sous la rupture. C'est bien dommage. J'ai l'habitude de dire que le gouvernement a besoin de comprendre que le manteau de l'homme politique est différent du manteau de l'homme d'affaires, du chef d'entreprise, qui n'a pas forcément besoin de rendre des comptes à ses employés et qui avance. Il faut changer. Il faut avouer absolument qu'aujourd'hui, nous sommes restés un peu sur notre faim par rapport à ce qui pourrait être notre attente en termes d'amélioration de la pratique du dialogue social. C'est le gouvernement qui convoque la grande commission de négociation du gouvernement central. C'est le gouvernement qui peut convoquer une session pour discuter de ses intentions par rapport aux travailleurs dans le projet de budget. S'il ne le fait pas, la faute ne revient pas aux syndicalistes qui, de bonne foi, ont signé avec le gouvernement une charte sur le dialogue social. Si, par rapport à cette charte, le gouvernement ne respecte pas ses engagements, peut-on le reprocher aux partenaires sociaux? Je ne crois pas. Donc le débat n'est pas là. Je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui que nous avons besoin d'avoir des signaux forts en termes de volonté politique de la part du gouvernement de mieux associer les partenaires sociaux à la gouvernance de façon générale. Il faut qu'on arrête de penser que les syndicalistes, les travailleurs ne peuvent rien apporter dans des débats techniques. Avec la pratique, nous pouvons avoir de l'expertise également. Et nous pouvons solliciter des gens pour nous éclairer sur un certain nombre de choses. Dans tous les cas, nous connaissons mieux nos préoccupations que ceux qui ne sont pas parmi nous. Et donc, de ce point de vue-là, on a besoin d'être écouté également. On peut ne pas prendre tout en compte, mais il y a un minimum qu'il faut faire. Et je crois que le budget pêche par ce côté-là, justement, parce que quand vous regardez dans le budget aujourd'hui, au cours de la première session de la grande commission de négociation du gouvernement central, nous avons abordé, par exemple, la question de l'application des statuts particuliers des enseignants. Nulle part dans le texte, vous ne verrez une ligne consacrée à cela. Où est-ce qu'on en est? Nous avons eu une rentrée scolaire plus ou moins normale. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une année scolaire apaisée. Et nous en sommes loin aujourd'hui quand on regarde un peu quel est le traitement qui est fait des revendications des enseignants. Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs du passé. C'est tout ce que nous disons. Et donc, je crois que le gouvernement gagnerait à écouter ce cri de cœur, cette exigence-là, pour discuter. Non pas pour prendre en compte tout et maintenant et tout de suite, mais discuter et donner des gages que la pratique a changé, la pratique peut changer et peut continuer de changer. C'est tout ce que nous disons. Oui, mais moi je pense à écouter le syndicaliste qu'effectivement il est dans une logique. Moi je suis d'accord avec vous lorsque vous pensez qu'en votre sein aujourd'hui il y a de l'expertise pour le nombre d'années que certains d'entre vous ont déjà passé au niveau de cette centrale syndicale, les confédérations. Oui, je suis d'accord également que les acteurs sociaux doivent être écoutés, mais vous avez péché peut-être pas pour aller très vite à la charte de négociation avec le gouvernement. Parce que vous ne savez pas de quelle sauce vous serez mangé. Mais vous y allez trop vite. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas en vouloir au gouvernement qui ne vous associe pas. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'au cours de vos premières rencontres, vous avez émis des doléances qui n'ont plus aujourd'hui abouti ou qui n'ont pas été respectées puisque le gouvernement n'a pas honoré son engagement. Mais si au cours de l'élaboration de la charte, vous avez été associé parce que, si je prends aujourd'hui la charte comme référence, c'est bien sûr un contrat d'adhésion auquel vous avez fait forcément partie. À partir de cet instant, ça vous engage exclusivement. Et les mandats, vos syndiqués aujourd'hui, doivent normalement vous mettre dans le viseur, au même titre que le gouvernement. Si entre-temps, dans le projet de budget, il y a des points ou des décisions scélérates qui les pénalisent, parce que vous ne pouvez pas vous disculper. Vous avez participé
aux discussions avec le gouvernement, ne serait-ce que pour signer la charte. Vous avez également participé aux rencontres avec le gouvernement. Alors si vous n'avez pas aimé l'idée de ce que vous devez être associé à toutes les prises de décision qui engagent la société, du moins ne serait-ce qu'au niveau des travailleurs, et qu'aujourd'hui vous êtes mis devant le fait accompli, vous n'avez qu'à en vouloir vous-même. Non, cher ami. Je constate malheureusement que la désinformation qui a entouré la signature de la charte continue d'avoir de l'effet sur certains acteurs. Et moi, je crois que il faut que vous lisiez la charte. On va vous faire parvenir des exemplaires de la charte. Il faut que vous lisiez la charte pour comprendre une fois pour toutes que la signature de la charte n'a jamais été un contrat pour dire au gouvernement tu peux tout faire, nous n'avons plus le droit de réagir. C'est loin de là. La charte est venue baliser, améliorer un peu le cadre de dialogue social qui existe. Et je donne des exemples ici. J'ai eu l'occasion d'intervenir sur ce débat-là, sur cette question-là. Ici, je disais que, par exemple, que le cadre de négociation du gouvernement central est un cadre aujourd'hui bipartite, qui ne réunit que les travailleurs et le gouvernement. Alors que l'idéal, c'est d'avoir la présence des employeurs qui sont, importants pour prendre un certain nombre de décisions en faveur des travailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, la charte, par exemple, est venue corriger ça. C'est un point très important pour nous. J'ai eu l'occasion de dire également que nous avons participé, tous autant que nous sommes, à l'élaboration de cette charte. Et qu'il faut être irresponsable, entre griffes, pour venir dire je ne signe pas parce que je présume que le gouvernement ne respectera pas son engagement. Nous ne sommes pas restés dans cette posture. Nous avons signé un document qui nous engage, c'est vrai, mais un document qui n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement pour faire tout ce qu'il veut. Pour mesurer la bonne foi du gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement ne tient pas un certain nombre de promesses et nous avons toute notre liberté de dénoncer, d'agir et de combattre un certain nombre de mesures. Donc, les travailleurs n'ont pas à nous en vouloir d'avoir signé cette charte. Au contraire, nous avons lu le document. Mais vous n'avez pas l'impression que vous n'étiez pas tenu de signer ce document? Nous allons évoluer dans ce débat rapidement. Nous allons évoluer dans ce débat. Il ne s'agit pas de la charte dans ce débat, mais il s'agit du budget. Monsieur Amoussou, s'il y a également une chose qui est reprochée au projet de budget 2017, c'est bien entendu cette nouvelle taxe dénommée taxe sur le transport routier qui pourrait désormais être payé par les usagers de la route, dont le montant varie entre 20 000 et 60 000 francs CFA en fonction des véhicules. Au niveau de la CSA Bénin, vous avez dénoncé l'instauration de cette taxe. Oui, écoutez, ça rime à quoi, ce genre de taxe? On appelait ça taxe pour l'entretien routier. Nous avons déjà un fonds routier. Nous avons déjà des postes de péage où nous contribuons. Nous ne connaissons pas comment se gère le fonds routier aujourd'hui. Nous voyons l'état de nos routes, même les routes sur lesquelles il y a des postes de péage, nous voyons comment ça se passe, comment ça s'entretient. Un gouvernement qui décide de créer une taxe de ce montant, entre 20 000 et 60 000 francs par an. Qu'est-ce qu'il veut? Sans avoir discuté, sans avoir échangé avec les partenaires sociaux, on décide de ce genre de taxe. Ça fait un double emploi de notre point de vue. Et vous voyez l'impact social que ce genre de taxe peut avoir est énorme, notamment sur les transports. Parce que, ne nous trompons pas, les acteurs de ce secteur-là vont forcément répercuter sur le prix des différentes prestations. Vous et moi qui clopant, essayons d'entretenir nos voitures, quel sera notre sort? Et on dit clairement dans le document que ça se paye par an et qu'on va mettre en branle donc les forces de sécurité pour pouvoir punir aux besoins. Ça veut dire que c'est une nouvelle tracasserie pour les travailleurs et pour les populations. Je pense que nous revenons encore une fois à la question cruciale du dialogue social qui aurait dû accompagner ce genre de mesures. Il faut en discuter pour, de façon pertinente, montrer aux partenaires sociaux que cela est nécessaire. Qu'est-ce que l'on veut en faire? Pourquoi cela? Et peut-être discuter avec eux pour voir est-ce que nous ne pouvons pas de façon concertée nous entendre sur un minimum, si tant est que nous devons contribuer à l'effort
pour sortir notre pays du sous-développement. Malheureusement, aujourd'hui, voilà des gens qui ne vivent pas les mêmes réalités que nous, qui ne connaissent peut-être pas le prix du gari, le prix du pain, mais qui se permettent de créer ce genre de tasses. Écoutez, nous devons combattre ça et la CSA Bénin est contre ça. Nous l'avons dit clairement aux honorables députés pour leur demander que cette tasse-là ne passera pas. Mieux, le gouvernement a maintenu un certain nombre de tasses que nous avions déjà dénoncées dans le régime précédent. Les tasses sur les GSM, par exemple, qu'on a maintenues. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, il y ait une surenchère sur le prix des communications. Où est-ce que nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Un budget doit avoir quand même un caractère plus ou moins social. Même si l'on veut atteindre des performances, on ne peut pas ne pas avoir un regard sur les ressources humaines qui doivent créer la richesse. Le Bénin, c'est une économie essentiellement fiscale et il faut trouver les moyens de régler les problèmes, puisque c'est vous, les acteurs sociaux, qui réclamez, qui aviez des revendications. Il va falloir satisfaire aussi à ces revendications. Il faut trouver les moyens aussi. Quelles sont les revendications qui sont satisfaites dans ce document? Rien, pratiquement. On a créé les tasses, pourquoi? Et vous voyez que nous avions raison de considérer de nous inquiéter par rapport au montant de 2 000 milliards annoncés. Voilà comment le gouvernement entend réunir ce montant. Quelles sont les réformes fortes qui permettent de créer la richesse, qui permettent de créer les emplois? On ne voit rien. On ne voit que des tasses. Ça, je crois que c'est, comment dire, pour des économistes qui se disent super compétents, je crois que ce n'est pas fameux. On se comporte comme vous et moi, c'est-à-dire, je veux chercher de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je coupe sur le voisin. Et c'est là que nous dénonçons, pour dire tout ce qui doit être une augmentation des charges pour les travailleurs, pour les populations, doit se faire de manière concertée. Il faut expliquer, il faut dialoguer, pour montrer la pertinence d'un certain nombre de mesures pour des gens, et ne pas considérer que l'on peut tout faire parce qu'on a le pouvoir. C'est ça que nous dénonçons. Et je crois que les confédérations ont été unanimes, hein, et le lundi dernier à Porto-Novo pour dénoncer cette tasse-là. Et vous verrez dans les jours à venir quelle sera la réaction des partenaires sociaux que nous sommes. Parce que cette tasse-là, non seulement vient déranger le quotidien des travailleurs, mais ça vient déranger le quotidien de tous les Béninois. De tous les Béninois. Vous prendrez les taxis pour aller à Boycon, pour aller à Parakou, vous prendrez le bus, vous vous déplacerez avec votre voiture et en décembre ou à des périodes précises de l'année, on commencera donc à vous déranger pour vous faire payer une taxe qui ne sert pas à vos intérêts. En quoi ça ne sert pas? Mais ça n'a pas permis de prendre en compte nos préoccupations, les plus essentielles, les plus minimes. Regardez aujourd'hui dans le secteur de la santé. Les gens sont en grève. Quelle est la réponse que nous avons vue dans ce projet de budget? Rien. Et aujourd'hui, on est dans un silence plat de la part du gouvernement en face de travailleurs qui ont des revendications tout à fait légitimes, reconnues par certains membres du gouvernement eux-mêmes, mais qui se refusent de dialoguer, d'être sincères dans le dialogue pour permettre de sortir de la crise. Vous prenez les éducateurs et éducatrices des écoles maternelles aujourd'hui. Ils sont en grève pour des revendications salariales. Ils n'ont pas de salaire depuis 8 ans, depuis 10 ans pour certains. Le gouvernement est informé. Depuis 7 mois, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et dans ce projet de budget, vous ne voyez rien qui pointe à l'horizon pour régler ce genre de problème. Si encore on nous disait que cette différente tasse servirait à la prise en compte des revendications, à l'application des statuts particuliers par exemple, au règlement du problème des agents de santé, on pourrait encore en convenir. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien de ce point de vue-là. Alors pourquoi augmenter les tasses? Pourquoi vouloir atteindre forcément un certain montant pour montrer que l'on a fait mieux que les autres? Je crois que le gouvernement a besoin d'oublier un peu le gouvernement passé et de ne pas prendre comme référence de tout ce qu'il doit faire la référence 2015 ou 2016. Alors, Kajovia, mettons-nous la taxe sur les véhicules, un montant entre 20 000 à 60 000 en fonction du gabarit des véhicules. Oui, moi, au-delà de tout ce que Anselme Mamousso a dit et que je partage entièrement, je ne sais pas sur quelle base ces montants ont été fixés. C'est vrai, on a dit c'est compte tenu du chevaux de votre véhicule que vous payez ces montants-là. Alors, qu'est-ce que cela induit véritablement? C'est ça. Et je suis d'accord avec lui quand il parle du dialogue à ce niveau. Il faut quand même que le gouvernement puisse motiver cette taxe-là qu'il a
en vue? Parce que c'est vrai, il y a un montant du budget qu'il faut à tout prix essayer d'atteindre. Donc, tous les moyens sont bons pour y arriver. Mais si c'est que le contribuable doit véritablement saigner pour que l'on atteigne ce budget-là et montrer véritablement que ça a été réaliste et qu'on a été courageux d'aller à ce montant et qu'on a pu atteindre, ce n'est plus bien. Et si nous sommes dans un espace où la libre circulation des personnes et des biens est prônée, ça va véritablement poser problème parce que, comme le syndicaliste le faisait remarquer tout à l'heure, c'est sûr que tout le monde ne serait pas à mesure de pouvoir s'acquitter de cet as-là, parce que c'est prévu que ce soit dans le premier trimestre de l'année que cela se paye. Et lorsque vous prenez le premier trimestre de l'année, c'est juste après le mois de janvier, donc c'est le mois de février qui retient. Et nous savons que lorsque les parents ou ces petits privilégiés sociaux et qui sortent des périodes de fête, ils traversent également des moments difficiles, pour ne pas le dire. Alors à partir de cet instant, vous demandez à l'intéressé qui doit d'abord entretenir sa voiture, de sortir encore à partir de 20 000 francs jusqu'à 60 000 francs pour pouvoir donc vous payer des tâches dont on ne connaît véritablement pas la finalité, ça poserait problème. Et là, la libre circulation des personnes et des biens serait donc mise à mal et les travailleurs, les acteurs sociaux ne se retrouvent véritablement pas dedans, créateurs de richesses qui ne savent pas véritablement ce à quoi l'argent là serait destiné. Ça véritablement doit pouvoir donc gêner. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui quand il pense que le gouvernement doit motiver cette décision. Alors, M. Amoussou, après analyse de ce document, vous avez estimé que ce projet de budget prend en compte, ou bien ne prend pas en compte des mesures sociales fortes qui tiennent forcément compte des niveaux de pauvreté de la population. Vous êtes allé même jusqu'à souligner qu'il y a des mesures qui ont été prises et qui suppriment des avantages aux travailleurs. Oui. Écoutez, aux populations même en général. Quand vous regardez dans le budget, vous voyez que ce budget vient consacrer la suppression de plusieurs postes de contractuels dans des ministères. Quand vous regardez ce budget, vous verrez que des mesures importantes, des mesures sociales importantes, comme la gratuité pour des scolarisations pour les jeunes filles, ont été complètement abandonnées. Vous verrez devant zéro affectation de budget. On est dans quel pays? Même si nous dénonçons la démagogie, le populisme qui a entouré un certain nombre de mesures sociales fortes de la part de l'ancien gouvernement, il ne s'agit pas de supprimer, mais de corriger et d'avancer, d'aller de l'avant. Parce que tout le monde reconnaît qu'il y a eu des impacts positifs d'un certain nombre de mesures, notamment les mesures pour l'enseignement. On ne voit rien de tel. Et vous regardez la question du RAMU, par exemple. Dans l'ancien budget, il y avait un compte d'affectation spéciale, 1 milliard pour le RAMU. Quand vous regardez devant cette ligne-là aujourd'hui, dans le budget, vous voyez 0 francs. Mais à la place, on a créé un autre poste d'affectation qu'on a dénommé, on en a créé deux même, qu'on a dénommé prévention et gestion des catastrophes. Et deuxième ligne, on a appelé ça promotion de la recherche agricole. Plus de 6 milliards. Prévention de la catastrophe, gestion des catastrophes. Alors que les questions de santé sont des catastrophes de tous les jours au quotidien pour les populations, pour les travailleurs pauvres. Rien n'est prévu, on a supprimé 1 milliard, on en a mis 6 pour je ne sais quelle gestion de quelle catastrophe. Autre exemple, quand vous prenez un autre compte d'affectation a été créé, qu'on a appelé étude de faisabilité et expertise. Dans l'ancien budget, c'était 3 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 12 milliards. On recherche quelle expertise? On veut rechercher de quel horizon qui n'existe pas ici, que l'on ne peut obtenir, que l'on ne peut former ici. Donc, voilà autant de mesures sociales fortes qui sont complètement parties. Ce budget nous apparaît de ce point de vue-là comme un délit du social. Et on ne peut pas l'accepter. Voilà ce que nous dénonçons, on ne peut pas l'accepter. Regardez, je vous ai dit la perte d'emploi. Vous connaissez la situation aujourd'hui du COTEB. Les travailleurs du COTEB, on vient de leur annoncer leur licenciement pour la fin de ce mois, je crois que pour la fin du mois d'octobre. Et cette manière, cette désinvolture avec laquelle on prend les décisions importantes qui concernent l'emploi des gens, c'est ça qui est à déplorer aussi.
Et donc, on a du mal à retrouver, comment dire, le caractère social qui doit accompagner un budget. Un budget n'est pas que technique. Parce qu'un budget, c'est également politique. Quel est l'aspect politique, quel est l'aspect social qui a été pris en compte là, quand ce budget consacre les pertes d'emplois, les suppressions d'emplois? Combien d'emplois le gouvernement a-t-il déjà créé? Combien d'emplois sont annoncés pour être créés à travers ce budget? On n'en voit pas. On ne voit que des coupes sombres dans les budgets des ministères, des suppressions de postes et des suppressions de mesures sociales fortes. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons qu'en tant qu'acteurs sociaux, nous ne pouvons qu'attirer l'attention des populations, de l'opinion publique sur ce genre de choses, afin que le lobby, la pression vienne de tous les côtés pour que le gouvernement puisse corriger un tant soit peu le tir. Parce que, encore une fois, je le redis, ce budget n'est qu'un projet pour l'instant. Et tant qu'il n'est pas voté, on peut encore agir. Et moi, je voudrais appeler le gouvernement à écouter un certain nombre d'acteurs sociaux pour comprendre qu'il n'a pas la science infuse et qu'il peut apprendre des autres pour améliorer sa gouvernance. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour écouter, parce que le budget doit être voté au 31 décembre. On va y revenir, M. Amoussou. Non, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Je crois que les préoccupations des acteurs sociaux sont suffisamment fondées et tout ce qui s'est dit aujourd'hui, on ne peut pas gérer le pays seulement au sommet. C'est bien sûr pour les populations que les dirigeants sont là. Et à partir de cet instant, on ne peut pas faire le bien de quelqu'un contre sa volonté. Si les populations ne sont pas d'accord, c'est qu'elles ne supportent pas. Lorsque vous prenez par exemple les 6 milliards dont parle M. Amoussou pour gérer les catastrophes, moi je crois que ça ferait du ridicule. Parce qu'il ne suffit pas d'annoncer par exemple les marées sur Cotonou alors que rien n'est prévu dans ce sens-là pour empêcher les pauvres dames d'aller vendre les dimanches à la plage parce que vous avez dit qu'il y aura donc de fortes marées au niveau des plages et les gens sont partis, ils ont perdu leur maigre réserve le jour-là. Alors qu'en réalité, on sait que le Bénin n'est pas souvent sujet aux catastrophes naturelles. En tant que tel, c'est quelques inondations, les rares, qui perturbent le pays. Il ne s'agit pas de quelques inondations. Il y a beaucoup de foyers, beaucoup de ménages qui vivent dans l'eau. Rassurez-vous lorsque vous prenez... Aussi bien à Cotonou que dans le nord du pays. Tout ce qui vient de se passer tout dernièrement. Des inondations qui font des morts. On n'a pas comparé certains pays au Bénin, mais quand vous prenez simplement le cas de Haïti, vous savez ce que c'est que catastrophe. Alors à partir de cet instant, il ne faut pas que l'on joue avec la sensibilité des populations. Les gens ne mangent pas à leur faim, les gens souffrent véritablement chez eux. Les travailleurs ne sont pas les mieux lotis de la République. Et si véritablement il faut supprimer des emplois pour créer des situations à la limite inexistante pour que les populations payent encore le prix fort, je ne crois pas que ce soit une bonne option pour ce gouvernement qui n'est qu'au début de son quinquennat. Les acteurs sociaux réclament le dialogue, il faut que cela s'instaure véritablement pour que l'on puisse s'écouter, puisque c'est ceux-là qui vivent avec la grande masse et qui recueillent leurs frustrations de tous les jours. Il faut qu'ils puissent répercuter cela au niveau du gouvernement pour qu'on sente véritablement les difficultés des uns et des autres et quelles mesures prendre pour y remédier parce que la population en a véritablement besoin. Monsieur Amoussou, vous avez fait des doléances, vous avez émis des réserves, mais aujourd'hui au niveau du Parlement, quelle garantie avez-vous malgré la pertinence de vos réserves et tout? Nous avons la garantie de l'engagement qui a été pris par des honorables. Et j'insiste sur le mot honorable, députés, des gens qui se sont engagés, qui ont donné leur parole, qui ont fait la promesse de tenir compte de nos observations dans leurs discussions avec le gouvernement. Je veux m'en tenir à ça et croire que j'ai des personnes responsables qui feront ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont promis de faire. En dehors de ça, je vous l'ai dit, nous ne comptons pas seulement sur les députés. C'est vrai que le débat se fait là-bas, c'est eux qui votent, mais nous comptons également sur la force sociale pour obliger le gouvernement à entendre raison. Mais je voudrais profiter de votre micro pour faire une petite remarque. J'ai l'habitude de dire j'ai dit récemment que est-ce qu'il faut craindre le vote de la loi sur le partenariat public-privé? Parce que le rôle d'un gouvernement n'est pas de considérer que tout est nickel dans le privé et que dans le public, on ne voit que la gabegie, le mal absolu. Le devoir d'un gouvernement, c'est également de faire en sorte que le public rattrape les performances du privé. Donc, je crois que c'est une facilité que de considérer que tout ce qui ne va pas dans le public, il faut privatiser. C'est une facilité qui n'est pas digne
des chantres de la compétence, et du discours, correct. Il faut absolument que le gouvernement s'engage dans la voie également des réformes qui permettent à notre administration d'être performante. L'administration publique, je veux dire, et ne pas considérer qu'il faut privatiser à tour de bras pour atteindre les performances que l'on souhaite pour le pays. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Anselme Amoussou, secrétaire général adjoint Deuxième secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Kandjovi Ameton, journaliste à la rédaction de SICA. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Très bonne suite des programmes sur SICA.